Délibéré. Mesdames, Messieurs, conseillers départementaux, chers collègues, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui dans cette salle d'honneur. Évidemment, c'est là aussi une première pour respecter les règles de protection sanitaire. Parce que même si les propos se veulent rassurants, la pandémie n'est pas terminée et nous devons tous rester vigilants. Cette session fait suite à de nombreuses réunions de travail qui se sont tenues pendant le confinement, en format visioconférence pour l'essentiel, y compris avec l'ensemble des élus de notre Assemblée. Nous avons tenu 2 commissions d'appel d'offres. Nous avons tenu une commission permanente le 11 mai dernier. Et je veux vraiment remercier l'esprit républicain qui a prévalu entre les 2 groupes d'élus, à la fois l'opposition, Madame Popard, et la majorité, Monsieur le Premier vice-président, pendant cette période douloureuse pour beaucoup de familles frappées par la maladie. Chacun avait bien conscience de la responsabilité lourde que nous avions dans nos compétences et que nous avons pendant toute cette période qui n'est pas terminée. Notre territoire, notre terre a été marquée aussi par la disparition de plusieurs personnalités politiques auxquelles je tiens à rendre hommage au nom du département de la Côte d'Or. D'abord Robert Poujade, qui nous a quittés le 8 avril. C'est une personnalité marquante d'abord pour notre département, pour Dijon, pour notre département, pour notre pays aussi. Il a été le président de notre Conseil général de la Côte d'Or, maire pendant 30 ans, il est décédé dans sa 92e année. Ce qui restera, c'était d'abord un homme de lettres. Je me souviens l'avoir beaucoup rencontré comme journaliste et j'étais absolument fasciné. C'est l'un des rares hommes politiques que j'ai interviewé et qui était capable, pour lequel nous étions capables de retranscrire ce qu'il avait dit sans bouger un seul mot, tellement l'expression, la perfection de l'expression était affirmée. Il était un enseignant aussi, une capacité pédagogique réelle. C'est un précurseur, un homme qui a ouvert la voie dans ce que l'on n'appelait pas encore le développement durable, notamment en tant que Premier ministre de l'Environnement de la Ve République. Il restera pour nous tous aussi et surtout le maire de Dijon, président de l'association des maires également, cher Ludovic Rochette, un homme reconnu et novateur aussi, très en avance et qui a changé la ville. Il a été député respecté de la première circonscription de Côte d'Or dès 1967, conseiller municipal en 68, maire en 71. Et au département, il était l'élu à l'époque de Dijon-Ouest, à partir d'octobre 1967, qui deviendra le canton de Dijon 6, puis aujourd'hui le canton de Dijon 1. Et il a été élu le président du Conseil général le 24 mars 1982, au moment même d'ailleurs où étaient votées les lois de décentralisation, j'allais dire les grandes lois de décentralisation, et préparées par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Gaston Defferre. Ces lois ont vu d'importants changements au Conseil général. C'est la fin de la tutelle a priori du préfet, et qui a donné lieu maintenant à ce qu'on appelle le contrôle a posteriori, le contrôle des actes. Et puis, c'était depuis cette époque le Conseil général qui élit son exécutif, son président, devenant le pilote des politiques publiques du département. Et puis, les blocs de compétences nouveaux ont été transférés. Et on mesure aujourd'hui, dans ces temps de recentralisation, combien ça a changé la vie, même ces lois de décentralisation, la vie des gens, en redonnant du pouvoir à la proximité. Oui, non, mais je le dis, un certain nombre de mes amis politiques ne disaient pas tout à fait la même chose à l'époque, mais après tout, c'est une conversion à laquelle j'invite l'opposition d'aujourd'hui, parfois, sur les politiques que ont pu conduire naguère. Et quand nous avons lutté contre la loi Notré, je pense que vous pourriez nous rejoindre pour dire que c'était une vaste erreur et que nous avions raison à mener le combat contre cette loi, MAPTAM, Notré, etc. En tout cas, Robert Poujade a été président de notre Assemblée pendant 6 ans. Et c'est lui, et je veux citer aussi son directeur général qui s'appelait Jean-Luc Lebuy. C'est lui avec Jean-Luc Lebuy qui a mis en œuvre en Côte d'Or les évolutions de la décentralisation. C'était une formidable aventure. Et il avait exprimé quelque chose, je crois, qu'on peut faire nôtre aujourd'hui encore.
Il avait exprimé le jour de son installation à la présidence, je le cite, c'est une tradition de cette assemblée départementale que l'amitié qui unit ses membres et l'âpreté de certains débats exclut généralement les excès verbaux et les manquements graves à la cordialité, même s'il y a parfois des mouvements d'humeur. Et poursuivait Robert Poujade, eh bien, je souhaite, pour employer une formule un peu synthétique, que cette tradition se maintienne. Je crois qu'on peut faire notre cet héritage de cette tradition d'un dialogue républicain engagé et respectueux. Voilà, c'est une perte pour la Côte d'Or, cette disparition de Robert Poujade, pour Dijon, pour la Bourgogne, pour la France. Et j'aurai l'occasion de lui rendre un hommage solennel dans les prochaines semaines. D'ailleurs, je crois qu'à Dijon également, un hommage lui sera rendu prochainement. Alors je veux bien sûr adresser à sa famille, à ses amis, à ses collègues, et puis aussi citer Yves Bruno, qui était l'un de ses plus proches collaborateurs, leur adresser nos pensées émues. Et puis c'est une autre figure de la vie politique bourguignonne qui nous a quittés quelques jours après, Jean-François Bazin, décédé le 17 avril. L'ancien président du conseil régional de Bourgogne allait avoir 77 ans, journaliste, écrivain. Il s'est engagé dans l'action publique avec passion, chacun le sait, aux côtés de Robert Poujade, dont il fut l'adjoint au maire, puis au conseil régional de Bourgogne, dont il fut le président de 1993 à 1998. Il avait ensuite pris un peu de recul après sa défaite aux élections municipales de Dijon en 2001, restant toutefois conseiller municipal. C'est une personnalité engagée, au caractère bien trempé. Et Jean-François Bazin laissera l'image d'un homme d'abord de passion, profondément amoureux de la Côte d'Or et de la Bourgogne. Et en 1991, dans une brochure touristique du Conseil général d'alors, il écrivait des lignes que je voudrais juste vous lire en quelques mots. La Côte d'Or, disait Jean-François Bazin, écrivait Jean-François Bazin, ce nom vous va comme un gant. Il évoque à merveille la couleur de la vigne en automne et vous invite à rêver. La côte des grands vins, le château du Clos de Vougeot, la confrérie des chevaliers du Tastevin. Avec la plaine, les hautes côtes de la montagne, l'Aussois et le Morvan, le Châtillonnais, la Vingeanne, les Tilles et le Dijonais, la côte participe à la gravité tendre de l'âme bourguignonne. De briques en pierre, de cassis en blé, sous des ciels changeants, dont les toits vernissés reflètent les humeurs, ces 10 itinéraires, il parlait d'itinéraires qui étaient présentés dans la brochure, vous mèneront à travers la Bourgogne. Mais de grâce, sacrifiez-les toujours au plaisir du moment, aux caprices de votre imagination, et surtout engagez la conversation. Apprendre d'un bourguignon la cuisson des gougères, la mort du téméraire dévoré par les loups, ou la différence entre les latricières et les mazoyères chambertins, cela vaut tous les guides. Tel était Jean-François Bazin, un acteur de son temps et un observateur de son époque. À son épouse Irène, à sa famille, à ses proches, je veux aussi adresser mes plus sincères condoléances, et puis vous me permettrez d'évoquer la mémoire d'un homme, un élu, Jacques Lajanne, maire de Beuret-Boguet, qui est décédé le 27 mars des suites du coronavirus. C'était le premier maire de France à être frappé par la Covid-19. Les maires, les élus locaux, engagés eux aussi en première ligne, ont payé un lourd tribut à cette terrible maladie, qui est encore à l'origine de morts tous les jours en France. Et je pense aussi à cet instant à mon ami Patrick Devedjian, que j'avais eu le plaisir d'accueillir ici, qui était le président du département des Hauts-de-Seine, que nous avions accueilli lorsqu'il était ministre en charge précisément de la relance, au moment où nous avions été frappés par une grave crise financière. Voilà, je veux rendre hommage à leur mémoire, saluer tous ceux qui se sont battus encore contre la maladie, ceux qu'on a appelés en première ligne, mais aussi tous ceux qui ont continué de faire vivre le pays, depuis nos agriculteurs jusqu'aux ceux qui ont été les acteurs du quotidien et qui ont permis à notre pays de fonctionner. À présent, je voudrais, mesdames, messieurs, vous demander de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont morts, y compris de la maladie. Je vous remercie. Je veux saluer ce matin la présence parmi nous de Mme
Claudette Billard, qui est ici, qui occupe depuis le 1er juin 2020 le poste de payeur départemental de la Côte d'Or, prenant la suite de M. Gérard Demondion, qui part en retraite. Alors d'abord, je veux vraiment vous souhaiter des vœux de bienvenue, et je ne doute pas que nos services financiers travaillent en bonne intelligence avec vous au service des Côtes d'Oriens. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, et puis j'aurai l'occasion lors de la prochaine session de remercier Gérard Demondion, qui a travaillé ici pendant de nombreuses années, avec lequel nous avions des relations confiantes, exigeantes, mais confiantes. Et c'est sous ce signe de l'exigence et de la confiance que je souhaite que nous placions nos services et vous-même cette responsabilité que nous avons en partage. Bon, mesdames, messieurs, j'ai souhaité que nous tenions sans tarder une session extraordinaire dans le prolongement du déconfinement, pour accompagner, avec l'objectif d'accompagner et de soutenir tous les Côtes-d'Oriens qui, depuis le mois de mars de cette année, ont traversé une crise inédite d'une violence inouïe. Je le redis, je veux remercier, et je l'ai fait, tous ceux qui ont été en première ligne, mais je voudrais adresser un message à tous nos agents, un message de remerciement, monsieur le directeur général, pour la façon dont ils ont assuré en permanence la continuité du service public départemental. Pendant le pic de la crise sanitaire, le département, je veux le redire ici, a assuré toutes ses missions de solidarité humaine et de solidarité territoriale, dans des conditions parfois difficiles, vous le comprenez aisément, liées au confinement et à ses conséquences sociales. 1100 agents ont assuré leur mission en télétravail. 1100. Je crois que nous sommes d'ailleurs l'un de ceux qui, en Bourgogne-Franche-Comté, même sur le territoire, étaient l'un des plus engagés. Et il y a eu tout un travail de préparation, évidemment, pour pouvoir assurer cette mission en télétravail. Des permanences aussi physiques ont été assurées pour répondre à toutes les demandes, aussi bien dans le domaine social, les urgences, que nos missions du quotidien pour assurer l'accueil et la sécurité. Je veux rappeler ici que toutes les prestations sociales ont été versées en temps et en heure, et on sait combien c'était important dans cette période en particulier. Nous avons pris toutes les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité de nos agents et des familles, des enfants, des jeunes aussi que nous protégeons. Nous avions mis en place des numéros d'urgence, précisément pour que les familles qui auraient des difficultés particulières relationnelles liées au confinement puissent nous alerter très très vite. Donc je remercie vraiment tous nos agents, nos services, nos directions. Le retour en présentiel redevient la norme aujourd'hui, dans le respect des gestes protecteurs ou des gestes barrières, vous les appellerez comme vous le voulez. Tous nos agents ont été évidemment équipés de masques, de 6 masques en tissu lavables 50 fois, qui prendront le relais des masques jetables, pour des raisons aussi écologiques. Et j'ai tenu d'ailleurs à faire un rapport d'information sur les commandes de masques et d'équipements de protection du département. Ça porte quand même sur une somme extrêmement importante, puisque c'est pas loin de 4 millions d'euros qui ont été mobilisés. Et mobilisés pas simplement pour nos agents, pas simplement pour ceux qui assurent des services pour notre propre compte, je pense aux services à domicile, on est venu en complément dans les EHPAD, même les associations du champ social, les restos du cœur, bref, on a fait notre travail, on a doté tous ceux qui étaient en première ligne des équipes aussi, en masque et en surblouses. Et puis nous avons aussi travaillé en direction des communes. À ce jour, pour le mois de juin, je voulais vous le dire, 100 nouvelles communes nous ont commandé des masques, une centaine de communes et 2 EPCI nouveaux nous ont commandé des masques qui leur sont livrés au fur et à mesure. Donc merci à vous, merci aux agents, merci monsieur le directeur général des services avec qui nous avons piloté la cellule de crise mise en place pendant toute cette période liée au confinement. Remercie aussi la directrice du développement des ressources humaines et des relations sociales. Le dialogue social est resté très, très tonique et je veux saluer aussi l'esprit de responsabilité des syndicats avec lesquels nous avons eu des relations quotidiennes ou quasiment pour la préparation et la réponse à apporter dans cette période de confinement. Je veux remercier tous les membres de l'encadrement, vraiment, qui êtes derrière moi, vous dire un grand merci. Un grand merci, vous avez été formidables. Et puis une mention pour les agents de la DSI, c'est-à-dire tout ce qui est services informatiques, etc. Si nous avons pu échanger, travailler à distance, c'est en grande partie grâce à eux. Et aussi, je veux le redire ici, à nos investissements dans le haut débit.
J'ai d'ailleurs refait, et dans le très haut débit, j'ai d'ailleurs fait un point avec l'ensemble des communautés de communes pour recenser les difficultés que nous aurions pu connaître. Et finalement, l'ensemble a bien résisté. Nous avons pu continuer de travailler en veillant aussi à la dimension territoriale, parce que c'est notre rôle, que personne ne soit oublié dans le département. Bon, le premier défi du déconfinement, vous le savez, ça a été la rentrée scolaire. Particulière, hein, avec un fascicule, je crois que tous les élus l'ont dit et relevé, des contraintes qui étaient imposées qu'on peut comprendre. Mais enfin, la confiance, je crois que la réglementation ne doit pas se faire au détriment de la confiance qu'on doit accorder à des responsables publics qui sont en mesure de déterminer, sur la base des conseils qu'ils peuvent avoir, des connaissances scientifiques liées à la protection, qui sont en mesure de prendre les décisions qui sont les bonnes et adaptées au territoire. Bon, en tout cas, la reprise des cours s'est faite dans nos collèges, dans des conditions parfois difficiles. Nous avons d'ailleurs pris des dispositions en complément des services de l'État pour pouvoir emmasquer les collèges, en complément donc des livraisons. Ça représentait un total de 55 000 masques pour les adultes et les adolescents des établissements scolaires relevant du département. Nous avons dû recruter des contractuels parce qu'évidemment, il y a des personnes qui n'étaient pas en situation de pouvoir revenir, soit des suspicions, soit des réalités de maladie, soit parce qu'il y avait aussi des problématiques de garde d'enfants, etc. Et on a recruté 71 contractuels afin de renforcer les équipes de collège, d'assurer le nettoyage, la désinfection des établissements. Et je le dis puisque j'ai appris comme vous que la semaine prochaine, tous les élèves devaient rentrer, ce qui veut dire la suppression de toutes les mesures barrières, en tout cas d'accueil dans les classes, ce qui n'exclut pas qu'il y ait des ports de masque, enfin on verra ce que dira le ministre de l'Éducation nationale, mais en tout cas, je vous le dis d'ores et déjà, nous serons prêts pour accueillir les enfants le 22 juin. D'ailleurs, je crois que ce sera une rentrée courte quand même, hein, nécessaire mais courte, puisque peut-être Mme Maglica pourra me confirmer que la sortie se profile. Non, on va travailler juillet-août, puisqu'on n'a rien fait pendant les derniers mois, vous savez bien, donc on va rester pendant les grandes vacances. Je vois que vous n'êtes pas affecté par la période que nous venons de vivre et que vous êtes en pleine forme. En tout cas, dans ce contexte-là, nous avons décidé et c'est le sujet de cette session extraordinaire, de proposer à l'Assemblée un plan de soutien pour aider et protéger les Côtes d'Orient. 24 millions d'euros, c'est sans précédent. 24 millions d'euros. Notre objectif, évidemment, c'est d'abord d'accompagner les plus fragiles, les aider à tenir le coup, et puis soutenir l'activité économique liée à la commande publique. L'objectif, je le répète, est d'une ampleur le plan de soutien est d'une ampleur sans précédent. Je le répète, 24 millions d'engagements. Il vise d'abord à soutenir les établissements sociaux et médico-sociaux, les services d'aide et de soins à domicile, les associations du champ social, les associations d'aide alimentaire, avec lesquelles nous avons été en contact régulier, que nous avons soutenus pendant la crise. Les EHPAD, vous le savez, certains d'entre eux ont été particulièrement exposés. Ça n'a pas été sans conséquence. Ils ont été aussi confinés au sein du confinement. Donc les recettes de certains de ces établissements sont en baisse en raison de la diminution de l'activité, alors que dans le même temps, les dépenses liées à la Covid, notamment les dépenses en équipement de protection, ont augmenté considérablement. Donc nous avons décidé de soutenir tous nos établissements d'hébergement pour personnes âgées, pour personnes en situation de handicap, pour la protection de l'enfance, comme les MEX. Et le rapport qui vous est soumis permettra de garantir les ressources de ces services indispensables, quel que soit leur niveau d'activité, et de prendre en compte également financièrement les situations particulières au cas par cas. Cela vaut aussi, je l'ai dit, pour les services d'aide à domicile qui ont été touchés par de nombreux arrêts de travail. Donc cela représente un engagement de l'ordre de 5 millions d'euros de soutien pour les établissements, dont 800 000 euros pour les services d'accompagnement et d'aide à domicile. L'objectif, c'est bien de permettre les conditions d'un retour à une vie normale dans les établissements qui ont été fragilisés. C'est notre premier objectif, à la fois le maintien à domicile, vous le savez que c'est là aussi notre orientation pour nos aînés, et puis ceux que l'âge ne peut plus permettre de rester, ou les situations ne peuvent plus permettre de rester à domicile, d'avoir des bonnes conditions d'accueil et d'aider les équipes. Donc financièrement, nous serons au rendez-vous. Je pense aussi aux Côtes d'Orient les plus fragiles, parce que c'est les structures et
ce que j'appellerais aussi les oubliés de la crise. Et les oubliés de la crise, parmi eux, il y a les non-salariés qui n'ont pas eu les mesures de protection des salariés, qui parfois n'ont eu aucune ressource, n'ont plus aucune ressource pour vivre. Je l'ai dit, nous ne laisserons personne sur le bas-côté de la route. Personne. Nous allons créer une nouvelle aide d'urgence exceptionnelle pour les plus fragiles, Solidarité Côte d'Or. Elle s'adresse à toutes les personnes dont la situation financière est aggravée par la pandémie et le confinement. Et je précise que cette aide s'ajoute aux dispositifs d'urgence existants. Donc nous allons doubler les aides d'urgence qui s'ajoutent aux aides d'urgence existantes, doubler. Ça veut dire que nous aurons 250 € pour une personne seule, 300 € pour un couple et 500 € pour un foyer avec enfants. Parallèlement, je l'avais dit, nous avons, alors même que nous étions encore classés en rouge, et en lien avec les professionnels, les responsables professionnels, j'ai proposé l'extension du dispositif permettant le cumul du RSA et d'une activité rémunérée à tous les secteurs où les besoins de main-d'œuvre se sont exprimés jusqu'au 31 décembre. Je dois vous dire que certains avaient des doutes là-dessus. Moi, je n'en ai aucun. La preuve, c'est que 144 personnes ont déjà contacté la plateforme et parmi elles, 25, près de 30 maintenant, je crois que les chiffres ont évolué, mais en tout cas, assurément, 25 bénéficiaires du RSA ont déjà retrouvé un emploi dans ce cadre. Et donc nous allons poursuivre en lien avec Pôle emploi également pour que tous ceux qui sortent des dispositifs de soutien de chômage puissent très vite retrouver dans des métiers en tension des emplois, parce que c'est le paradoxe de la situation. On va avoir à la fois des situations difficiles pour certaines activités, pour certaines PME et entreprises, et en même temps des métiers qui restent en tension. Donc, nous voulons aussi soutenir tous ceux qui ont été touchés, et notamment les travailleurs non salariés. Et en effet, ça je l'ai observé, des angles morts, et nous en sommes entretenus avec les compagnies consulaires, des trous dans la raquette dans les différents programmes du gouvernement et de la région, des activités de ces travailleurs qui sont essentielles à notre vie, nous devons les aider à passer le cap, car certains, je le répète, n'ont plus rien pour vivre. Et donc, notre programme prévoit une aide sociale exceptionnelle pour les travailleurs non salariés de 1 500 € et pour les individuels et de 3 000 € pour les couples d'actifs, subvention d'une fois naturellement, exceptionnelle pour les aider à passer le cap et à reprendre pied. Soutenir les établissements, je l'ai dit, soutenir les publics les plus fragiles. Le troisième volet, ça a été de soutenir l'activité et l'emploi des Côtes-d'Oriens. Nous avons d'abord payé le plus tôt possible, et je vais dire quasiment en réel, toutes nos entreprises prestataires. Avec le rapport qui vous est proposé, nous allons porter le taux de l'avance à 40% aux entreprises dès qu'elles remportent un marché, 40%, ce qui permettra de leur donner une aide de trésorerie conséquente. Dans le même esprit, nous allons mobiliser 300 000 € pour l'achat de fournitures, de services et de travaux innovants destinés au commerce départemental. Beaucoup de chantiers ont déjà repris. J'ai eu, comme vous le savez, une réunion avec notamment le bâtiment et les responsables des travaux publics. Nous avons veillé à ce que tous les chantiers prévus puissent commencer et redémarrer dès lors que les entreprises étaient en situation de les réaliser. Et en matière de commande publique, je vous l'ai dit, nous avons tenu 2 commissions d'appel d'offres. J'en remercie les présidents et les membres pendant le confinement, et une commission permanente qui a permis d'engager tous les dossiers qui étaient prêts. Donc les marchés attendus ont été préparés, lancés sans retard malgré le confinement. Et je vous rappelle que nous avons engagé un effort de 100 millions € d'investissement en 2020. Ces 100 millions doivent être tous mobilisés, y compris, d'ailleurs, pour le très haut débit. Il y a eu un peu de retard, évidemment, pendant les 2 mois et demi. Mais dans le même temps, on a continué les études pour que les travaux puissent reprendre très rapidement. Donc, j'ai proposé également, et je vous le propose, de suspendre provisoirement, dans les travaux publics notamment, les clauses d'insertion jusqu'au 31 décembre. En contrepartie, nous allons continuer de travailler vraiment avec les bénéficiaires du RSA pour retrouver les chemins de l'emploi, et notamment en lien avec les travaux publics et le bâtiment, et travailler à l'emploi durable. Il y a eu des engagements qui ont été pris par la profession, et nous serons au rendez-vous. Nous voulons travailler à de l'emploi durable.
Quatrième volet de notre plan de soutien, c'est en direction des communes et des intercommunalités. Ça va, d'ailleurs, je m'en étais entretenu avec le président de la Chambre de métiers qui attendait cela pour aussi relancer l'activité dans nos métiers sur tout le territoire. Dans le domaine de la voirie pour les communes, vous savez qu'on avait des dossiers qui dépassaient les enveloppes. Je crois qu'on s'en était entretenu d'ailleurs avec Paul Robinat et d'autres. Donc tous les dossiers qui étaient en attente, qui sont prêts, qui étaient en dépassement d'enveloppe, seront repris et financés. Ça représente 1,5 million de travaux et ça concerne plusieurs cantons. 1,5 million de travaux sur la voirie communale. Deuxième point de soutien de nos collectivités, nous allons tripler le nombre de programmes Village Côte d'Or dans le département. Vous savez que le Village Côte d'Or, c'est 10 000 euros d'investissement subventionnés à 50% pour des petits travaux qui sont réalisés en général en proximité. C'était d'ailleurs une demande de Régis Penso. Donc 10 000 euros subventionnés. Avec le plan de soutien, les collectivités pourront déposer jusqu'à 3 dossiers Village Côte d'Or cette année jusqu'au 31 décembre. 3 dossiers. Et au total, ça représente un volume potentiel de 1000 dossiers Village Côte d'Or à entreprendre dans le département. Et puis, nous avons décidé que dans ce volet-là, les communes vont devoir entreprendre des travaux pour protéger, liés à la pandémie, liés à la Covid, des travaux d'aménagement de leurs bureaux, d'aménagement peut-être dans les écoles, etc. Donc, nous avons décidé d'accompagner plus fortement les collectivités qui auront des travaux de ce type. Et là, nous les aiderons jusqu'à hauteur de 60% sur 10 000 euros toujours. Donc vous voyez, c'est un effort significatif. Et nous avons déjà prévu une première enveloppe de l'ordre de 3 millions. Mais s'il le faut, nous alimenterons pour aller à l'objectif que nous sommes fixés, parvenir à 1000 dossiers supplémentaires de Village Côte d'Or. Troisième étage, nous allons également offrir la possibilité de cumuler. Vous savez qu'auparavant, on avait un dossier de patrimoine, une église, etc. Un dossier pour des équipements sportifs, culturels. Et maintenant, tous les dossiers prêts, en résumé, tous les dossiers prêts, vous pourrez nous les présenter et nous les engagerons dans les communes. Tous les dossiers prêts. On pourra cumuler, et s'il le faut, s'il y a un dossier, on va cumuler les offres. S'il y a, par exemple, 2 ou 3 dossiers qui sont prêts dans une grosse commune, eh ben, on les examinera, on les prendra. Parce que nous devons lancer tous les travaux qui sont possibles. Là aussi, c'est un investissement important. C'est un doublement, quasiment, de l'aide que nous avons pour les aides sectorielles. Donc, et puis, nous allons créer 2 nouveaux appels à projets pour les communes et les intercommunalités. Un dans le domaine de la transition numérique. On a vu combien il était important qu'on ait des espaces pour permettre la visioconférence. Je souhaite, moi, ce sera l'objectif qu'on doit se fixer, et je m'en entretiendrai avec les présidents de communautés de communes. Le premier d'entre eux, d'ailleurs, a été réélu. Je crois que c'était Ludovic Rochette. Je ne crois pas que c'est Ludovic Rochette qui était le premier président d'intercommunauté réélu. Donc on s'en entretiendra avec tous les présidents de communautés de communes, mais je souhaite qu'il y ait un espace de mis à disposition des professionnels, des commerçants, tous ceux qui le souhaitent, avec une visioconférence, avec des équipements qui permettent, et ça dans chaque ancien chef-lieu de canton. Donc ce sera un objectif, ce sera l'objet d'un appel à projet dans le domaine de la transition numérique. Et puis, nous voulons aussi avancer plus fortement dans le domaine de la transition écologique. Et là aussi, donc nous examinerons les projets qui seront aussi bien des espaces naturels sensibles. Il y a des projets, par exemple, d'arbres dans la ville. On parle même parfois de forêts urbaines. Eh bien, nous allons nous engager à soutenir, puisque la crise économique ne doit pas être un prétexte pour mettre de côté les questions environnementales. Je veux le redire ici. Donc partout où fleuriront des innovations territoriales, le département sera présent pour soutenir les projets. Donc là, voilà, 3 millions d'euros, je l'ai dit, et ça permettra aux artisans de réaliser très, très, très rapidement les travaux que vous engagerez. Afin de soutenir l'activité aussi, je n'oublie pas nos agriculteurs. Nous avons agi pendant le confinement, je veux vraiment remercier le président de la Chambre d'agriculture, pour valoriser l'activité des producteurs de nos territoires. On a lancé, après AgriLocal, la plateforme d'achat Je veux du local, en lien précisément avec la Chambre. Et vraiment, là aussi, je les remercie, parce que cette plateforme a connu un grand succès. Alors maintenant, il ne faut pas que ça retombe. Il ne faut pas que tous ceux qui ont redécouvert la force du local
se disent, ça y est, on va repartir avec nos habitudes. Donc on va vraiment être à vos côtés, notamment en termes de communication, en termes d'appropriation de ces enjeux. Et tout ça s'est fait évidemment en complément du lancement de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or, pour laquelle d'ailleurs je proposerai prochainement de conventionner avec les 3 compagnies consulaires agriculture, métiers, commerce et industrie pour la faire vivre. J'observais d'ailleurs que des initiatives avaient fleuri récemment et qui sont de bons signaux, notamment Terre de Saône avec le groupe Dijon Céréales qui a commercialisé des légumes notamment chez Intermarché. On peut les citer puisqu'ils ont joué le jeu. Et il y avait la petite panonceau, Savoir-faire 100% Côte d'Or. Je trouve que c'est un bon signal que la distribution, toute la distribution d'ailleurs, commercialise des produits, quelles qu'en soient les formes, les produits. Et donc ça se fait de manière intéressante. Nous avons également maintenu tous nos dispositifs en direction du monde agricole adoptés dans l'accord cadre. Ça représente 3 millions d'euros, et je le dis. Même si les enveloppes n'ont pas été toutes consommées, elles seront maintenues à leur hauteur. Donc il faudra qu'on fasse un effort particulier là aussi pour les consommer utilement. Et puis en cette période de sécheresse très précoce, nous avons voté, je veux le rappeler, le 11 mai, un programme d'aide en direction des éleveurs afin de leur permettre de se doter d'équipements de récupération et de stockage en eau de pluie. Nous allons aussi, je l'ai dit à la Fédération des travaux publics, travailler aux côtés des agences de l'eau, puisque vous le savez, nous avons demandé au gouvernement, tous les présidents de comités de bassin, d'engager sans tarder un plan d'urgence autour de l'eau. Je le dis aussi pour les présidents de syndicats, Pierre Poyot. Donc Rhône Méditerranée Corse va lancer son plan de soutien la semaine prochaine. Seine-Normandie, que je préside, va le lancer là aussi. Pour notre secteur, simplement, Seine-Normandie, ça va représenter un peu moins de 100 millions d'euros, mais enfin en tout cas assurément plus de 80 millions d'euros d'engagement financier. Donc tout ça va être adopté. Enfin, nous avons engagé un dispositif inédit de soutien financier aussi pour accompagner la reprise et l'adaptation de l'activité dans les entreprises ressortissantes de la Chambre des métiers de l'artisanat ainsi que de la Chambre de commerce et d'industrie, dans des secteurs comme l'hôtellerie, l'alimentation, la restauration. Et nous allons le faire non pas au titre d'une quelconque compétence économique que nous n'avons plus pour les aides individuelles. Vous savez que la loi Notré, je l'ai sévèrement combattue, mais elle s'applique. Mais nous allons le faire au titre de notre compétence d'aménagement du territoire pour permettre précisément d'apporter un service de proximité à nos aînés, à tous ceux qui vivent dans les territoires ou dans les quartiers. Et donc nous avons décidé dans les domaines de l'alimentation, c'est-à-dire de la restauration, au titre, je le répète, de notre compétence aménagement du territoire, d'engager des avances remboursables territoriales d'un montant de 10 000 euros avec un différé de remboursement de 2 ans et remboursable ensuite sur 3 ans. Donc vous voyez, ça pourra, et je le répète, notre objectif, ce n'est pas de se substituer au gouvernement ni à la région. Notre objectif, c'est territorialement garantir la pérennité d'une offre de services au titre de la compétence aménagement du territoire. Et d'ailleurs, je n'exclus pas de faire de tous ces bénéficiaires de l'aide Côte d'Or des ambassadeurs de la Côte d'Or, c'est-à-dire de leur confier des missions de promotion de la Côte d'Or à travers leur activité, ce qui serait une forme de mission qui dépasserait bien évidemment le cadre que certains voudraient voir. Je dis bien, c'est une dimension sociale, économique, territoriale, mais surtout territoriale. Voilà. Donc ce dispositif sera mis en place avec vous, les présidents de compagnies consulaires. Oui, l'objectif, c'est d'aider la structuration au maintien de tous les territoires. Voilà, ensuite nous allons doubler notre aide. Vous savez qu'on a vu des campagnes de communication aussi, retrouver le chemin du local pour aller voir vos commerçants. Nous allons doubler notre aide en direction des unions commerciales pour des initiatives de promotion qui pourraient être faites. Donc doubler notre aide en direction des unions commerciales afin de soutenir l'offre locale particulièrement exposée pendant la crise sanitaire. Et on portera l'aide jusqu'à 60% d'un plafond de dépenses de 6 000 euros. Donc, vous voyez, c'est une aide. Autre volet, le tourisme. Avec Marie-Claire Vallet, la présidente de Côte d'Or Tourisme, l'UMIH et l'ensemble des acteurs, nous avons beaucoup travaillé. D'abord, on va s'associer à l'opération Repos des héros. Moi, je suis un peu partagé sur le mot héros, au sens historique de sa portée historique. En tout cas, je veux vraiment redire l'hommage qu'on doit à tous les soignants. Donc on va associer à cette opération nationale
400 chèques vacances de 500 euros qui seront à dépenser dans des séjours en Côte d'Or. 400 chèques, 500 euros. Donc c'est une opération conduite avec Côte d'Or Tourisme et partenariale. On va mettre chacun 75 000 euros. Il y a des acteurs aussi du tourisme qui s'y sont impliqués. Je laisserai tout à l'heure Marie-Claire Bonnet-Vallée en parler. Donc ça vise à remercier les soignants fortement mobilisés partout en France et puis de leur faire découvrir, de les amener à venir en Côte d'Or. Et ça concerne aussi les Côtes d'Oriens naturellement. Puis on va compléter cela, parce que ce sera un soutien aussi à la restauration et aux équipements touristiques. Nous allons lancer, nous, département de la Côte d'Or, 1000 chèques loisirs de 150 euros, 1000 chèques loisirs de 150 euros à dépenser dans les restaurants et les activités de loisirs de Côte d'Or. Ce qui fait qu'avec ces deux enveloppes, nous allons pouvoir permettre de mobiliser 350 000 euros en direction du secteur hôtellerie-restauration. Donc ce sera un accompagnement, je le pense, apprécié, donc qui sont dans une situation difficile après ces temps de fermeture. Donc je pense à tous nos petits restaurants et nos grands restaurants. Chacun pourra en bénéficier à hauteur de 350 000 euros. On va soutenir aussi les offices du tourisme de manière partenariale, je l'ai dit. Nous avons des difficultés, taxes de séjour évidemment ne sont pas au rendez-vous, hein, et pour cause, après cette période de confinement, donc un certain nombre d'offices du tourisme sont en difficulté, y compris pour rémunérer leurs agents. Donc nous allons le faire de manière partenariale avec les organismes supports, en général ce sont les communautés de communes. Donc chaque fois qu'une communauté de communes mettra 1 euro de soutien à son office du tourisme, nous mettrons 1 euro de soutien également à parité, et nous signerons des conventions quadripartites sur les objectifs qu'on attend de nos offices du tourisme pour la promotion de la destination Côte d'Or. Et donc ce sera assorti d'une convention Côte d'Or Tourisme, département de la Côte d'Or, EPCI et office de tourisme. Donc dernier volet, les associations. Je le redis, les associations et les bénévoles sont une chance pour le lien social. Nous avons la chance aujourd'hui de compter ici en Côte d'Or des milliers de bénévoles, et le département ne les laissera pas tomber. D'abord, nous avons proposé une première décision. Toutes les subventions seront maintenues, que les événements aient eu lieu ou non. Que les événements aient eu lieu ou non. Je parle des événements récurrents qui se tiennent chaque année, pour lesquels d'ailleurs il y a eu déjà des engagements financiers pour certains d'entre eux, et puis en tout cas, ils n'ont pas eu la ressource qu'ils en attendaient après l'annulation de ces événements. Donc première décision, toutes les subventions seront maintenues, que les événements aient eu lieu ou non, ça représente 1 million d'euros. Nous examinerons ensuite la situation particulière de toutes les associations qui ont d'une manière générale perdu de leur activité en raison du coronavirus, c'est-à-dire de manière plus structurelle. C'est en cela que notre plan de soutien jouera le rôle d'amortisseur social. Ça concerne bien sûr les associations d'abord de solidarité, avec un soin tout à fait particulier, je pense au Resto du Cœur, mais la Banque Alimentaire, etc. Nous avons beaucoup travaillé avec eux, nous allons continuer, donc nous allons examiner leur situation à chacun pour faire face à la crise sociale, et nous allons les accompagner de manière particulière. D'ailleurs, dès la prochaine session, s'il y a des besoins particuliers, je n'hésiterai pas à vous les proposer. Ça concerne la solidarité, naturellement en premier, le sport, la culture, les loisirs, l'animation du territoire, bref. Tout doit être fait pour redonner du souffle à la vie et à l'animation des associations sur le département. Bon, vous le voyez, avec tous ces volets, c'est un plan de soutien ambitieux, audacieux. C'est sans doute l'un des plus importants de notre histoire départementale. Je vous dis tout de suite qu'il sera complété et adapté dans les semaines qui viennent si nécessaire, en fonction de l'évolution de la situation sociale. Et s'il le faut, je réunirai à nouveau le conseil départemental en session extraordinaire pour protéger les Côtes d'Oriens qui en ont le plus besoin. Il en va de notre responsabilité de collectivité chef de file des solidarités territoriales et humaines. Et je vous remercie. Bien.